Nous allons voir dans cette leçon comment créer un tout premier projet Android. Nous allons présenter la structure d'un projet Android et comment compiler les projets et exécuter l'application dans l'émulateur Android, mais aussi dans l'appareil physique. Dans Android Studio à ce niveau, je vais créer un nouveau projet. Je vais sélectionner ici Empty Activity. On va comprendre dans la leçon suivante qu'est-ce qu'une activity. Puis, je vais cliquer sur Next. Et dans cette nouvelle interface, il faut préciser le nom du projet. Le nom du projet, ça sera Malakisi. Puis, le package dans lequel le code source Kotlin sera placé, ça sera dans le dossier com.telema.malakisi. Ici, c'est le dossier dans lequel le projet sera placé. Je vais laisser le dossier par défaut. Et la version minimum d'Android qui sera prise en charge par l'application que nous allons créer est la version 7 de la plateforme Android. Et juste en bas, nous avons un petit indicateur qui montre que l'application que nous allons créer a la possibilité de fonctionner dans 97,7% des appareils Android qui sont sur le marché aujourd'hui. Les scripts de configuration du projet avec Gradle seront définis avec le langage Kotlin DSL. Domain Script Language. Ce que vous devez savoir, par défaut, Android prépare déjà les scripts initiaux de configuration du projet. Entre autres, la version de Gradle qui sera utilisée pour compiler notre projet, les configurations de dépendances ou bibliothèques de base et bien d'autres encore. Cela permet, lorsqu'on clique sur le bouton Finish de cette interface, ça permet à Android Studio de vérifier si le Gradle spécifié est bien présent dans le répertoire où il doit être. Si ce n'est pas le cas, Android Studio télécharge les Gradle et une fois les Gradle est en place, Gradle configure les projets selon les scripts définis. Ça déclenche le téléchargement de tout ce qui est requis si ce n'est pas retrouvé. Mais si c'est déjà en place, il ignore et avance tout simplement. Je vais cliquer sur Finish, vous allez voir. Gradle va chercher tous les éléments nécessaires pour le projet créé. Là, ça fait ses affaires, comme vous pouvez le voir. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas traîné. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas au fait mon tout premier projet. Mais si vous créez votre tout premier projet, ça prend un peu de temps selon aussi la qualité de votre connexion Internet. Parce que Android Studio cherchera à télécharger d'abord les Gradle spécifiés pour le projet. Et c'est après que les Gradle soient téléchargés et configurés dans le projet que celui-ci configurera alors les restes de configuration de votre projet. Voyons voir d'abord la structure du projet que nous venons de créer. Pour bien le faire, je vais afficher l'arborescence des fichiers selon le mode d'affichage Project. Au fait, le projet en soi est représenté par ses répertoires, tout juste au haut niveau de tout. À l'intérieur du dossier du projet, on retrouve d'abord ces deux dossiers ici, .gradle et IDE. En tout cas, il ne faut pas vraiment faire allusion à ces deux dossiers parce que nous n'allons pas vraiment les utiliser. Ensuite, nous avons le dossier app. Le dossier app ici est un module. Au fait, un projet Android est constitué d'un ou plusieurs modules. Par défaut, Android nous crée juste les modules app. Vous pouvez ajouter d'autres modules qui peuvent être soit des modules pour créer une application Android, comme c'est le cas avec les modules app. Ça peut être un module pour créer une librairie ou soit des tests. Mais cela n'entre pas vraiment dans le cadre de notre cours. Nous allons juste avancer avec le module app. Et dans le dossier du module, on retrouve les dossiers Android test, main et test. Ce qui nous intéresse ici, c'est les dossiers main. Dans main, on a les dossiers Java, dans lesquels on retrouve le code source Kotlin dans les packages com.telema.malakisi, comme défini lors de la création du projet. En tout cas, tout code Kotlin doit être à ce niveau. Voilà. Ensuite, nous avons le dossier res.
dans lesquels on retrouve les ressources du projet. Souvenez-vous, nous avons dit qu'un projet Android est constitué des codes sources Kotlin et des ressources. Là, nous avons les drawables pour les images, tout comme les mipmaps pour des images avec différentes dimensions. Nous avons aussi les valeurs, such as des couleurs, des chaînes de caractères, ainsi que les thèmes. Voilà, pour le moment, nous n'allons pas vraiment entrer en détail pour ces différents fichiers. Alors, pour chaque module, on doit avoir un fichier manifeste dans lequel on retrouve les configurations de l'application. Les fichiers manifestes décrivent les informations essentielles concernant votre application, aux outils de compilation et au système d'exploitation Android, ainsi que à Google Play. Ça communique les informations comme les composants de l'application, on va voir ça après, les autorisations de l'application. Par exemple, si votre application a besoin d'accéder à la caméra, cette autorisation doit être faite à partir des fichiers manifestes, les fonctionnalités matérielles et logicielles qui sont requises par votre application. Voilà, vous pouvez vouloir déterminer quel appareil peuvent installer votre application depuis Google Play. Est-ce une tablette? Est-ce une montre? Est-ce une voiture? Est-ce une télévision? Tout cela doit être renseigné dans le fichier manifeste. Voilà, dans les projets, nous avons aussi le dossier Gradle, dans lequel on retrouve les wraps de Gradle, qui est un fichier jar. Ce fichier permet d'empaqueter Gradle avec les projets sans avoir besoin d'installer Gradle dans l'ordinateur. Parce que voilà, un projet peut utiliser telle version de Gradle et l'autre projet peut utiliser telle autre version de Gradle. Alors, chaque projet doit empaqueter en son sein son Gradle qui répond à ses exigences. C'est un fichier jar, comme je l'ai dit, d'où Gradle a besoin de la machine virtuelle Java pour être à mesure de configurer et compiler votre projet. Alors, dans les paramètres d'Android Studio, précisément dans Build Tools, puis dans Gradle, vous pouvez voir qu'on précise ici la location du GDK dans lequel on retrouve la machine virtuelle Java sur laquelle Gradle sera en train d'être exécuté pour configurer et compiler votre projet. Comment alors Gradle configure et compile les projets? Au fait, c'est sur base des instructions qu'on lui fournit. Lesquelles instructions sont exprimées en script par Kotlin DSL, qui est voilà, un langage de script. D'abord, nous avons le fichier setting.gradle.kts. On définit ici les configurations du projet au top level, en précisant ici le nom du projet par la propriété de root project, la propriété name. Voilà. Par la fonction include ici, on précise les modules du projet. Nous avons juste un seul module pour ce projet et c'est le module app. Et juste en haut, on précise les dépôts en ligne des librairies pour la gestion des plugins. Nous avons ici les dépôts Google, Maven Central et Gradle Plugin Portal. Et pour la gestion des librairies, les librairies seront tirées aussi dans les dépôts en ligne de Maven Central et de Google. Dans ces différents dépôts, on retrouve des milliers de librairies hostées là-bas. Par exemple, je vais ouvrir dans le navigateur et taper Google Repository. Je dis ça. Je vais ouvrir cette page. Ici, il y a des bibliothèques et des bibliothèques. De même, je vais chercher Maven Central Repository dans la barre de recherche. Je vais valider. Voilà. Ici aussi, on retrouve des milliers et des milliers de bibliothèques. On a déjà défini les dépôts en ligne à partir desquels on sera en train de piocher tout ce qu'on aura besoin dans notre projet dans les fichiers setting.gradle.kts. Alors, dans build.gradle.kts, au niveau du projet, dans ces fichiers, on définit alors les instructions de la manière dont la configuration du projet sera faite. Mais aussi, on peut voir déjà que Android Studio a ajouté déjà ces deux plugins. En tout cas, ce n'est plus nous qui allons commencer à donner à Gradle des instructions de configuration et de compilation.
Google nous offre déjà des plugins Gradle qui sont des instructions Gradle préétablies et mises à la disposition des développeurs, lesquels plugins intègrent déjà toutes les instructions Gradle pour la configuration et la configuration des projets Android. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les appeler comme suit et c'est tout. Au niveau du module aussi, le module app, nous avons aussi un autre fichier de configuration build.gradle.kts. Ici, au niveau des plugins, il faut juste appeler voilà, les plugins ajoutés au niveau du projet. Puis vient le bloc Android dans lequel on définit la configuration de la plateforme Android sur laquelle s'exécutera l'application issue de ce module. Ici, le namespace, voilà, c'est le nom du package qu'on a défini. Compile SDK, ça nous permet à déterminer les API Android et Java disponibles lors de la compilation de votre code source. Dans le bloc default config, min SDK, minimum SDK, spécifie ici la version la plus basse de Android que votre application doit prendre en charge. Target SDK, au fait, ceci remplit deux fonctions. Tout d'abord, il définit le comportement d'exécution de votre application. Ensuite, il indique la version d'Android avec laquelle vous avez effectué les tests. La valeur de Target SDK doit être inférieure ou égale à celle du compile SDK. Ici, c'est la version. Ici, c'est la version de l'application. Et juste en bas, voilà, c'est une façon facile d'écrire au fait la version de l'application. On a les types de compilation à ce niveau. L'option de compilation où on précise la version de Java. Ici, Build Feature Compose à True. Ceci nous permet de compiler la prévisualisation du Compose. On va voir ça après. Nous avons ici Compose Options pour déterminer la version du Compose. Et enfin, le bloc Dependencies pour préciser les dépendances que le module, pour préciser les dépendances ou les bibliothèques que le module a besoin. Ici, on précise juste les dépendances qu'on a besoin pour ce module. Le téléchargement dans notre projet, c'est Gradle lui-même qui s'en occupe. C'est Gradle lui-même qui va récupérer dans les dépôts, précisés dans les fichiers setting.gradle.kts. Les dépôts de Google ici avec toutes ces bibliothèques, ainsi que les dépôts de Maven Central. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment on déclare les dépendances dans les fichiers build.gradle. En tout cas, c'est comme des propriétés Kotlin. Dans les dépôts en ligne, pour chaque librairie, on a plusieurs versions. Alors, comment avec cette annotation, Gradle va savoir qu'il s'agit de telle ou telle autre version? Oui, en tout cas, cela ne se fait pas par magie. Il y a ces fichiers ici, libs.versions.toml. Voilà, c'est ça l'extension. Dans le dossier Gradle, au niveau du projet, c'est ici où on définit nos dépendances. C'est comme une seule source de vérité pour toutes les dépendances où l'on définit les librairies et les plugins qui seront utilisés dans tout notre projet. Le fichier est constitué de 3 rubriques. La première rubrique, c'est la rubrique Versions. La deuxième, c'est Libraries. La troisième rubrique, c'est Plugins. Chaque rubrique est un bloc où on doit renseigner des informations selon une syntaxe bien déterminée. Nous n'allons pas nous attarder sur ça, on va découvrir ça au fur et à mesure que nous allons continuer avec les cours. Par exemple, ici, les versions de Kotlin et Compose BOM sont en surbrillance. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une nouvelle version. Je vais upgrade la version de Kotlin ici à 2.0.0. Je vais upgrade même la version de Compose BOM. Bon, avec la nouvelle version de Kotlin, nous devons ajouter un plugin pour le compilateur Compose. En tout cas, ce sont les mises à jour qui ont été apportées depuis l'annonce de cette nouvelle version. Dans la rubrique Plugins, je vais ajouter
compose compiler. L'ID ici, c'est org.jetbrowns.kotlin.plugin.compose. Et comme version, je mets la version de Kotlin. Maintenant, pour générer des objets Kotlin pour ce que je viens d'ajouter, je vais synchroniser les Gradle. Et Gradle va exécuter une tâche qui va générer cela à partir de ces fichiers. Voilà, c'est bon. Dans les fichiers de configuration au niveau du projet, je vais appeler cela par la fonction alias, comme c'est un plugin. À l'objet libs, je vais appeler plugin. Puis je vais appeler compose. Les traits ici, voilà. Ça doit être remplacé par un point. Puis compiler. Au niveau du module app, dans les fichiers de configuration build.gradle.kts, je vais appeler à ce niveau, à ce bloc de plugin, par la fonction alias, à l'objet libs, la propriété plugins, la propriété compose, pour enfin appeler compiler. Avec ça, en tout cas, on n'a plus besoin de ce bloc pour définir la version des composants. Je vais donc les retirer, la 10, puis je vais synchroniser les projets. Ok, ça y est. Notre projet a été créé. Nous avons essayé un tout petit peu à comprendre la structure de notre projet. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'exécuter les projets d'abord dans un émulateur Android, puis nous allons voir comment le faire dans un appareil physique. Pour commencer, nous avons ce code qui a été généré par Android Studio automatiquement lors de la création du projet. En tout cas, jusque-là, on n'a pas écrit un seul bout de code. Et pour le moment, nous n'allons pas chercher à comprendre ce qui fait ce bout de code. Comprenez juste que c'est un code qui permet d'afficher les messages Hello Android à l'écran. Nous voulons ici savoir si notre projet a été bien configuré, ni plus ni moins que ça. Ce que vous devez faire premièrement, c'est de créer l'appareil virtuel sur lequel nous allons lancer notre émulateur Android. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà des appareils créés. Pour créer un appareil, il faut cliquer sur Create Virtual Device. Comme matériel, je vais sélectionner par exemple un téléphone Pixel 7a, puis cliquer sur Next. Puis on demande ici de sélectionner l'image du système que je souhaite installer dans l'appareil virtuel. Si vous n'avez aucune image déjà téléchargée, juste double-cliquez sur l'icône télécharger d'une plateforme que vous voulez, mais c'est mieux de télécharger la plateforme stable et suivez les instructions de téléchargement. Pour moi, l'image de la plateforme Android 14 est déjà téléchargée. Je vais juste la sélectionner et cliquer sur Next. Puis, il faudra cliquer sur Finish et vous aurez votre émulateur créé. Voilà, ici, je vais sélectionner l'émulateur que je souhaite utiliser pour exécuter l'application. Je vais cliquer sur le bouton Exécuter pour déclencher la compilation du projet qui va aboutir au déploiement de l'APK dans l'émulateur. L'émulateur va démarrer et juste ici, vous pouvez voir les tâches que Gradle est en train d'exécuter. Ce n'est pas nous qui avons défini toutes ces tâches, mais nous avons utilisé des plugins Gradle pour la compilation des applications Android et ça nous a donné tout ceci. Et oui, c'est bon, on peut voir que la compilation a réussi et l'application a été installée dans l'émulateur et l'application a même été exécutée. C'est cool. Nous voyons le message Hello Android. Nous avons réussi à tester notre application sur l'émulateur Android. Voyons voir alors comment tester l'application sur un appareil physique. Ce que je vais faire, je vais brancher mon téléphone sur l'ordinateur moyennant
un câble. Désolé, vous n'allez pas voir comment je suis en train de débrancher mon téléphone. Voilà, c'est bon. Voici mon téléphone physique qui s'affiche maintenant sur Android Studio. Je viens juste de les brancher. Voilà, pour que vous parveniez à afficher l'écran de votre téléphone dans Android Studio, il faut ouvrir les paramètres de Android Studio, puis dans Device Mirror, cocher Activate Mirror when a new device is connected. Voilà. Et dans votre téléphone, vous devez avoir activé le mode développeur. Pour ce faire, dans les paramètres de votre téléphone, il faut rechercher Build Number, puis appuyer là-bas 5 fois, la 10, 5 fois de suite, et automatiquement cette option sera activée. Puis vous allez revenir dans les paramètres, cliquez sur Système, puis sur Option du développeur, et là vous devez activer l'option du développeur, mais aussi activer débogage avec USB si vous voulez le faire avec un câble. Vous pouvez toutefois le faire aussi par Wi-Fi en activant le débogage par Wi-Fi Wireless Debugging. Cool. À ce niveau, je vais sélectionner mon téléphone physique, puis cliquer sur Exécuter. Et oui, c'est bon, ça marche. Ça s'est passé très vite. En tout cas, si vous n'avez pas un ordinateur très puissant, je vous conseille de ne pas installer l'émulateur et d'utiliser directement votre téléphone physique pour les différents tests. L'émulateur est très gourmand en ressources matérielles et cela peut compliquer vos différents tests. Voilà, c'est tout pour cette leçon. À la prochaine.